Bonjour à tous. Guillaume Soro a écopé de 20 années d'emprisonnement ferme. La sentence prononcée le 28 avril dernier l'a reconnu coupable de recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. La justice ivoirienne reproche notamment à l'ancien président de l'Assemblée nationale d'avoir acheté en décembre 2007, alors qu'il était Premier ministre, sa résidence de Makori résidentielle, un quartier d'Abidjan, pour un montant de 1,5 milliard de francs CFA grâce au fonds du trésor public. Guillaume Soro, qui vit donc en exil en France, à Paris notamment, n'a pas assisté à son procès. Ses avocats aussi ont boycotté l'audience. Leur appel à la suspension du procès à la suite de l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas été entendu. Et outre la condamnation à 20 années d'emprisonnement, Soro doit également verser une amende de 4,5 milliards de francs CFA. Il est par ailleurs privé de ses droits civiques pendant 5 ans et sommé aussi de verser 2 milliards de francs CFA de dommages et d'intérêts au trésor public ivoirien. La résidence est confisquée de Makori et aussi un nouveau mandat d'arrêt a été émis contre lui. Question alors, quel impact à la suite de cette condamnation de l'ancien allié d'Alassane Ouattara? C'est la question en débat, mesdames et messieurs, sur votre émission Angle de vue de ce jour avec mes différents invités. Monsieur Bruno Aromanyangaou, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc consultant politique. Merci d'être ici. Vous maîtrisez aussi parfaitement la politique en Côte d'Ivoire, pour y avoir passé beaucoup d'années d'ailleurs. En face de vous, monsieur Lamine Cissé. Bonjour, monsieur Lamine Cissé. Bonjour. Voilà un panafricaniste. Voilà, je rappelle au passage, vous êtes, vous, expert en communication aussi, en communication politique et aussi écrivain. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, deux visages, mesdames, messieurs, auxquels vous êtes habitués sur l'émission Angle de vue. Je vous posais la question au cours de la dernière émission en me disant, monsieur Bruno Aromanyangaou, est-ce que cette allure, quelles étaient vos propositions, a fait sans doute Alassane Ouattara pour tenir la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin? Alors, question ce matin. Voilà, avec ce que nous observons notamment avec cette condamnation, est-ce que peut-être la Côte d'Ivoire s'apprête à entrer dans une nouvelle crise, ce qu'on ne souhaite évidemment pas? La Côte d'Ivoire est déjà en crise, il faut le dire, depuis l'accession même d'Alassane Ouattara au pouvoir. Son régime avait été mis sur le sceau de la réconciliation qui devait permettre à tous les acteurs de se retrouver et de réinventer la nouvelle Côte d'Ivoire. À l'analyse des faits, on se rend compte que ça a été un exercice difficile qui n'a pas du tout porté ses fruits. À cela, il faut ajouter donc toutes les turbulences constatées sur l'échiquier politique, auxquelles vient s'ajouter cette condamnation de Guillaume Soro. Donc, je veux dire, dans la marche, on est en situation préélectorale en Côte d'Ivoire. Les élections, c'est déjà pour octobre. Et c'est dans tout ce contexte-là qu'il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Monsieur Lamine Cissé, votre réaction, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a créé, mais le président Alassane Ouattara s'efforce quand même de fermer cette page douloureuse. Je ne voudrais pas être, j'allais dire excessif, je ne voudrais pas sortir le mot guerre, c'est pourquoi je parlais de crise. Vous, votre réaction, est-ce que avec ces nouvelles tournures, voilà, à quoi est-ce que le pays risque encore gros avec ce que nous sommes en train d'observer? Non, mais je vous ai dit que je ne peux pas lier cette nouvelle tournure à, n'est-ce pas, à la... Royaliste. Je ne peux pas lier ça à la crise d'une manière générale en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire que je connaissais il y a 15 ans a franchi des pas de géant. Parce que ce que je constate est que les Ivoiriens, depuis l'avènement de Alassane Ouattara, sont mis au travail. Vous voulez parler sur le plan économique ou sur tous les plans quand je dis... Non, mais auparavant, les Ivoiriens n'étaient pas au travail en Côte d'Ivoire. Ça n'allait pas du tout. Parce que je vois que l'économie était stagnée. Pendant 10 ans, Gbagbo était là. Rien ne marchait. Maintenant, on va aux élections. Il y a eu 3000 morts. Mais pour penser ces plaies, amener la Côte d'Ivoire, redonner, n'est-ce pas, cette dynamique n'est-ce pas, de progrès à la Côte d'Ivoire, c'est pas chose facile. Parce que les fondamentaux de la Côte d'Ivoire, tout était par terre. C'est de cela que je parle. Cette crise majeure, nous ne sommes pas dans cette même photocopie. Je fais cas à mon co-débatteur qui dit que c'est encore pire. Alors moi, je ne suis pas alarmiste. Moi, je dis, ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire, on le voit partout ailleurs aujourd'hui en Afrique. On utilise la loi pour instrumentaliser ou pour
éliminer des adversaires politiques. Je peux analyser ces cas-là, mais je ne peux pas l'assimiler à une crise majeure. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si la Côte d'Ivoire n'a pas évolué sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la création de la richesse. Non. Il y a une dynamique qui est en cours. Mais reste, je posais la question parce que Guillaume Soro, c'est quand même un acteur important. Disons aussi, en Côte d'Ivoire, on sait un peu ce qui avait poussé le pays à entrer en guerre en 2010. C'est toujours ces élections mal organisées. Avec tout ce que nous observons, c'est dans cette optique que je posais la question. Non, c'est pas ça qui a amené la Côte d'Ivoire en guerre. Ce qui a amené la Côte d'Ivoire en guerre, c'est la création des lois d'exclusion. C'est fondamentalement opposé. Oui, mais en 2010, quand même, la non-reconnaissance de ces résultats, je veux parler précisément de la question de la crise post-électorale qu'on a observée en 2010. La cause de cette crise, c'est l'exclusion d'une grande majorité des populations ivoiriennes du fichier national. C'est pourquoi Guillaume Soro a pris les armes. Il n'a pas pris les armes parce qu'il y a une élection qui a été mal faite. Guillaume Soro a pris des armes pour un principe de combat, pour dire cette loi d'exclusion, Tiken Diaffa l'a chanté, Alpha Blondy l'a chanté, etc. Le monde entier a chanté, que c'est extrêmement dangereux. Donc c'est ça, effectivement. Parce que moi, mon problème, c'est les causes fondamentaux. Je ne m'attaque pas aux effets. Parce que quand on dit, élection, c'est les effets d'une cause. Alors la cause profonde, c'est ça. Je crois que sur le plan juridique, les fondamentaux ont été mis à leur place. Maintenant, si on dit aujourd'hui Alassane Ouattara est en train d'attaquer un homme, alors si on analyse ces faits-là, j'apporterai mon point de vue sur ces faits-là. Mais je ne peux pas l'assimiler à la crise d'avant. Je vais donner la parole à votre co-débatteur. Monsieur Bruno Romagnanga, Monsieur Lamine, si c'est refuse d'assimiler quand même cette condamnation à une nouvelle crise, une thèse que vous défendiez quand même pourtant au départ, avez-vous une réaction? On va connaître un peu dans le fond de cette condamnation. Non, je concède toujours à M. Lamine ses analyses. Voilà, mais je fais des constats. Donc mon analyse est factuelle. La Côte d'Ivoire est en crise. On peut remonter, on peut aller jusqu'en 90, on peut remonter jusqu'en 99, 2000, 2002. Les élections très mal passées en 2010 qui se sont terminées par cette crise. Les engagements au niveau national et au niveau international pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails n'ont pas été tenus. Et pour le savoir, c'est pas au régime qu'il faut poser des questions. Vous savez que quand vous faites des analyses politiques, parce que nous sommes, nous deux, des analyses politiques, vous voulez avoir des informations, il faut moins interroger le régime qui est aux affaires. Parce que le régime qui est aux affaires fait toujours, je veux dire, une très belle lecture de son action sur le terrain. Il s'accuse difficilement, se met en cause difficilement. Il faut donc regarder autour. Et il faut rentrer dans la population, poser des questions à la société civile, aux organisations, aux partis politiques. C'est tout cet environnement-là qu'il faut questionner pour savoir si effectivement les choses se passent bien. Alors en Côte d'Ivoire, il dit que la Côte d'Ivoire n'est pas en crise, on ne peut pas, il faut dissocier, mais il faut poser la question à Pilchéri Balé, qui est président de la société civile, qui ces temps-ci est au créneau. Il faut poser des questions à la coalition de l'opposition, il faut poser des questions aux anciens membres du RHDP qui sortent. Il faut leur demander leur avis sur comment est-ce que la Côte d'Ivoire se porte. C'est en prenant les avis des uns et des autres qu'on fait un tamissage pour essayer de voir si vraiment les choses se passent bien. Donc je continue toujours d'être aux antipodes de ce que M. Lamine dit. D'accord. Alors sur la question de la condamnation à 20 années d'emprisonnement, on lui reproche d'avoir acheté une résidence très jolie d'ailleurs, à 1,6 milliard de francs CFA. Soro s'en est défendu. Il s'agit quand même de l'argent propre qui vient de ses propres proches. La justice quand même n'est pas allée dans ce sens. D'ailleurs, il n'a pas pu se présenter quand même à cette audience, et ses avocats aussi ont boycotté le procès. Alors, il y a eu l'atterrissage marqué de Soro Guillaume il y a quelques mois de cela. Le 23 décembre dernier. Voilà, donc parce qu'il a pensé que son avion était ciblé, qu'il aurait été abattu avec tout son équipage. Alors donc Soro, alors qu'il était attendu à Abidjan, a dû descendre au Ghana précipitamment, en catastrophe, et puis il se retrouve aujourd'hui en exil. Il faut le dire, c'est un exil. Il est hors de son pays contre sa volonté. Donc il est en exil. Et quand lui s'ouvre un procès pour des faits qui remontent jusqu'à 2005, pourquoi est-ce que c'est dans cette période
qu'on ouvre, je veux dire, le couvert sur cette affaire. On rappelle qu'il était Premier ministre de Laurent Gbagbo. Il a été Premier ministre de Laurent Gbagbo, voilà. Oui, d'accord. C'est en 2007 on lui reproche d'avoir acheté la résidence en 2007. Voilà, voilà. Alors donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce feedback à 6 mois des élections? Pourquoi est-ce que c'est alors que Soro dit que je suis candidat pour aller aux élections qu'on soulève toute cette affaire? Qu'est-ce qui lui est reproché? Pour nous, c'est des arguties. C'est une arme politique orientée contre un adversaire qui est un adversaire de taille. Soro a quand même 25 ans d'activisme politique en Côte d'Ivoire. Il a été ministre de la Défense, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a des atouts, Soro a du monde, Soro est un bastion électoral. Et donc, quand à quelques mois des élections, on sort toute cette affaire contre un adversaire potentiel, on ne peut pas ne pas avoir, je vais dire, l'analyse qui est la nôtre. D'accord. Voilà. Monsieur Lamine Cissé, Monsieur Bruno Romayago estime qu'on s'attaque à un homme parce qu'il y a les échéances quand même qui s'approchent. Vous avez semblé au début quand même effleurer cette piste que visiblement on utilise l'arme de la justice pour contrer les adversaires. Moi, dans mes analyses, c'est la cohérence et le pragmatisme. Je ne suis pas d'accord avec le sort. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de séparation des pouvoirs se pose en Afrique. Et c'est avec acuité. Nous le voyons partout ailleurs. Je ne suis pas d'accord, cette manière cavalière, de s'attaquer à Guillaume Soro parce que tout simplement il veut être candidat. Je ne suis pas d'accord. Bon, je le trouve un peu extrémiste quand il dit qu'il va abattre son avion. C'est lui-même qui l'a dit. Mais non, mais quand même. Ils ont voulu. Ce qui a été dit, c'est qu'ils ont voulu l'arrêter. On l'a signalé pour dire que mais Soro va aller à l'aéroport, Alassane Ouattara va battre son avion, mais c'est de l'imaginaire ça. On a déjà tiré sur l'avion de Soro quand il était dans la rébellion. Ça là, écoute, on connaissait le contexte. Ça, là. On connaissait ce contexte-là. C'est quand Gbagbo était là. On connaissait le contexte. C'est pas ça, ce n'est pas le même contexte. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas en train d'analyser d'une analyse partisane. Je ne le suis pas du tout. Parce que moi, je n'ai jamais serré la main à Alassane Ouattara. Mais j'analyse les faits. Je suis en train de dire, sur ce fait précis-là, moi, j'ai condamné. J'ai dit que c'est l'homme Alassane Ouattara qui est en train de vouloir abattre Guillaume Soro en instrumentalisant la justice. Et ce qui est dramatique, c'est aller jusqu'à mettre par terre notre cour africaine. Notre cour africaine. Alors moi, ça m'étonne, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que la plupart de nos chefs d'État ne respectent même pas la constitution du pays. Ils s'en foutent de la constitution. La justice tu dis à la justice d'aller à gauche, va aller à gauche. À droite, va aller à gauche. Mais où est la justice? On n'a pas de justice dans nos pays. Nous avons des hommes qu'on manipule dans nos pays. Ok? Moi, j'ai été scandalisé parce qu'en fait, c'est pas comme ça, c'est pas la méthode, c'est pas une leçon qu'on doit donner. Quand Alassane Ouattara a renoncé à son premier mandat de la nouvelle constitution, qu'on appelle troisième mandat, mais on a applaudi, on a dit c'est extraordinaire, ça a un impact sur la conscience populaire africaine. Mais là, c'est l'acte qu'il vient de poser après, mais ça a aussi un impact négatif sur la conscience africaine. Les pays, comme argument, ils disent que nous sommes libres, nous avons adhéré, comment dit-on, à la Cour africaine des droits de l'homme. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire fait partie de la Charte africaine, mais nous retirons notre déclaration de compétence de cette Cour. Nous le faisons. Est-ce que le pays n'a pas aussi le droit, monsieur Lamine, si de retirer mon frère, si on avait condamné, si la Cour avait abondé dans le même sens que le gouvernement, ils allaient rester, ils n'allaient pas retirer. Si la Cour a dit à Guillaume Soro, nous confirmons, etc., mais allez rester. Mais on va construire l'Union africaine, on va amener les peuples à être ensemble, mais les chefs d'État, c'est un individu qui décide à sa place, ils ne sont pas prêts à aller. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à créer cette dynamique dont le peuple a besoin, d'être ensemble. Ils ne sont pas prêts à libérer ce peuple-là, n'est-ce pas, de l'esclavage politique et économique, de ce système impérialiste. Ils ne sont pas prêts. Alors donc, sinon, on ne peut pas créer Union africaine, la Cour africaine, au même niveau de la CEDEAO. Regarde les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Quels sont les pays qui l'appliquent? Quels sont les pays? Le Sénégal. Récemment aussi, on a vu en dépit des décisions obtenues par Khalifa Sall. Oui, mais on a vu le Bénin ici aussi.
Parce que tout simplement, Adjavon a saisi, la Cour a décidé, mais le Bénin a retiré son protocole. Mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va aller où? Et c'est la décision des hommes, d'un homme, qui décide de comment le peuple va respirer. Mais ça fait mal. Ça veut dire que le système n'est pas très fort. Évidemment, on ne peut pas analyser cette décision, cette condamnation de Soro en écartant un peu l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme des peuples. Quelques jours avant, la Cour avait rendu quand même une ordonnance demandant, disons, la suspension de cet arrêt, de ce mandat d'arrêt. Les avocats ont appelé aussi à la suspension du procès, mais la Côte d'Ivoire n'a pas bonne. La justice ivoirienne n'a pas entendu raison, monsieur Bruno Romagna-Gao. Oui, c'est dommage qu'on assiste à cela, pas seulement en Côte d'Ivoire, au Bénin, dans quelques pays, qui s'opposent donc aux décisions de justice. Rébellion à la décision de justice. Oui, c'est regrettable. Et puis, nous sommes quand même confiants pour l'avenir, pour les perspectives. Se dire que l'Union africaine est en train de se construire, on est en train de se démocratiser, on est en train de rentrer dans une ère qui sera une ère qui va nous faire prendre en compte, je veux dire, tout ce à quoi l'on assiste, et puis penser maintenant à une force de coercition, à faire en sorte que quand les décisions sont prises et qu'elles ne sont pas respectées, qu'on puisse avoir des sanctions, que ce ne soient pas des sanctions morales, que ce soient des sanctions très fortes. Et là, il faut que l'Union africaine puisse se donner ses moyens. Avec toutes ces années d'expérience pour l'Union africaine, M. Bruno, est-ce que nos chefs d'État, M. Lamine parlait tout à l'heure d'un individu, de l'homme, c'est-à-dire qui impose sa volonté à tout le monde, on voit quand même le conseil, le conglomérat, les associations de nos chefs d'État, on voit comment ils sont tellement nonchalants sur les questions de décision. Vous voyez sur la question du Covid, par exemple, c'est tardivement qu'ils réagissent enfin sur les questions. Est-ce qu'il faut espérer quand même, c'est vrai peut-être, mais s'il faut rester optimiste. J'ai parlé de perspective. Oui, justement. Voilà. Donc quand on s'inscrit, je veux dire dans la durée, on peut penser que les générations se succédant, on aura de plus en plus des hommes qui viendront aux affaires et qui seront plus regardants sur ces questions-là. Nous avons une génération de présidents en Afrique. Il y a quelques changements ici et là, mais je veux dire dans la compréhension de la politique, dans la conduite des affaires, il y a encore beaucoup à faire parce que beaucoup sont encore attachés à certains paradigmes qui ne nous permettent pas vraiment d'expérimenter la démocratie et d'aller vers des valeurs. D'accord. Guillaume Soro a dit « La condamnation ne m'ébranle pas, je reste toujours candidat, même si aujourd'hui il est en exil. 20 années de condamnation quand même, sans doute ça va figurer sur son casier judiciaire. Comment quand il est parvenu selon vous? Est-ce que juste un style de communication où Guillaume Soro, dans ses propos, peut aller jusqu'au bout? Je pense que dans un premier temps, Guillaume Soro accuse le coup. Il rassure sa troupe par ses propos, tout simplement. Mais je pense que pour le passé que nous lui connaissons, Guillaume Soro est peut-être en train de chercher le bon timing pour revenir à ce qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire un rebelle. C'est-à-dire trouver le moyen de déstabiliser ce pays par les armes, parce que c'est ce qu'il sait faire. J'ai parlé de 25 ans de présence sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, mais quand on fait la traçabilité, on sait à quoi Soro Guillaume a été habitué. Oui, il avait dit, quand il dit récemment dans une interview, je crois à un média français, je ferai la résistance, mais de manière légale, il n'a pas quand même dit j'utiliserai la violence, les armes pour déstabiliser. Il a pris quand même le soin de le préciser. Est-ce que si l'on a été nanti d'un certain passé, il faut, dans la perspective, est-ce que forcément on doit toujours avoir les mêmes attitudes dans le futur? Soro Guillaume est un rebelle. Et dans son attitude, dans sa progression politique, il ne nous a pas encore démontré le contraire. Dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si nous sommes objectifs avec nous-mêmes, Soro n'a pas d'avenir politique. S'il veut faire la politique, s'il veut faire la démocratie. Il a en face de lui, s'il veut respecter le jeu démocratique, il ne peut que concourir au suffrage universel dans les urnes. La loi qui vient d'être prise lui ôte d'abord 5 ans d'exercice de ses droits civils. Il ne peut pas. Et pendant 20 ans, ça sera difficile pour lui. Il est encore tributaire d'un mandat d'arrêt international. Je veux dire ça l'écarte pour de bon de l'échiquier. Et quand il dit, je veux dire, du point de vue pragmatique, politique, la décision qui vient d'être prise par la justice ivoirienne écarte pour longtemps Soro Guillaume de la scène politique. Quand il dit que cette décision ne m'ébranle pas, je suis un acteur et je maintiens ma candidature pour les élections de 2020, on s'est dit comment est-ce que ça va se faire si ce n'est pas par un coup de force. Voilà. Et je ne suis pas pessimiste parce qu'il a déjà fait par le passé. Est-ce qu'il ne va pas remettre le couvert? Voilà. Monsieur Lamine Cissé, Guillaume Soro qui reste rassurant, il dit ça ne m'ébranle pas, je reste toujours candidat, je demeure jusqu'à
candidat toujours pour cette élection, et pourtant il a écopé d'une condamnation. Guillaume Soro est ignorant de son... il est victime de sa faute politique. Il n'est pas un stratège, je l'ai dit. C'est pas un stratège politique. Parce que Guillaume Soro est l'incarnation même de l'incohérence dans l'action politique. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous le fait dire? J'ai analysé ça sur ce plateau-là. J'ai dit, par principe, il a pris les armes. Et nous avons applaudi à ce moment-là pour dire, dans la construction de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un pays ne doit pas pouvoir créer des lois qui divisent les populations. Même nos mamans sont divisées. Mon pays va mal. Mais qui n'a pas eu ça dans sa chair? Guillaume Soro, il fut le héros. Moi, je l'admirais pour son courage, pour son engagement, pour les principes d'avoir une Côte d'Ivoire pour le citoyen ivoirien. Alors, dans ce processus, lui, il a eu des privilèges. Il a été Premier ministre, il a été ministre, il a été, etc., jusqu'au président de l'Assemblée nationale, etc. Aujourd'hui, ce qu'il doit donner au peuple, c'est cette stabilité politique. S'il veut être candidat, il est libre de créer son parti et être candidat. Il a créé d'ailleurs le GPS. Je sais. Mais la liberté qu'il n'a pas, c'est de mettre en cause les principes qu'il défendait. En allant s'allier, Laurent Gbagbo est devenu automatiquement la personne la plus honorable. Charles Blé Goudé est devenu la personne pour qui toi tu as pris les armes jusqu'on a eu 3000 morts. Alassane Ouattara est devenu la vipère automatiquement. Mais quelle incohérence! C'est-à-dire que maintenant on ne respecte même pas le peuple ivoirien dans ce coup-là. Mais vous pensez que Alassane Ouattara va laisser faire ça? C'est-à-dire que tu le mets dans une position d'ennemi. Au lieu dans une position d'opposant, tu mets Alassane Ouattara dans une position d'ennemi. J'ai dit, il n'a pas eu de conseiller politique. Je serais Guillaume Soro, j'allais faire cavalier. Seul, mon interlocuteur sera le peuple, j'irai vers le peuple, je ferai ma campagne sans chercher des alliances de gauche à droite. Il est trop pressé. Il est trop pressé. Donc, il est victime lui-même de son manque de maturité politique. Il a dit c'est un rebelle. Oui, peut-être qu'il connaît faire manier les armes, mais en matière de stratège politique, il a péché. Oui, vous avez dit peut-être, même s'il faisait cavalier seul, est-ce que ça allait empêcher par exemple? Mais non, il n'y aura pas de problème parce qu'en fait, il a commencé à faire des communications contre Alassane Ouattara, ternir son image, il est ceci et cela. Et pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et tu voyages, tu vas aller dire à Charles Blé Goudé, parce que tout simplement tu veux le fauteuil. Alors qu'auparavant, ces gens-là étaient... Mais c'est-à-dire que ce n'est pas ça la politique. Si c'est ça la politique, donc la politique est diable. La politique, c'est pour être au service du peuple. C'est pour amener le peuple vers le développement. Ça, ce sont les principes. La politique, ce n'est pas un mensonge. La politique, ce n'est pas de la tromperie. La politique, ce n'est pas de l'incohérence. Parce que la politique est liée à la vie des hommes. À la vie des hommes. C'est un sacerdoce. Alors, malheureusement, nous avons que des dictateurs à la tête de nos États qui veulent que le pays soit gouverné selon leurs humeurs. J'ai dit leurs humeurs. Quand tu te réveilles mal, tu veux que le pays soit mal, quoi. Quand tu te réveilles bien, tu veux que le pays soit bien. Mais la politique est loin de cela. Un homme politique doit être au sacrifice quotidien. Ils vous diront qu'ils connaissent tous ces principes, monsieur. Oui, mais ils ne les respectent pas. C'est pourquoi quand quand même, vous savez, même dans la religion que nous pratiquons, il y a des bons églises, des bons prêtres et des mauvais prêtres. Il y a des bons imams et les mauvais imams. Moi, je suis dans le carême, je suis musulman, je suis dans le mois de carême. Mais je voudrais, est-ce que tout le monde qui fait carême, ils sont angéliques? Non. Il y a des mauvais et des bons. Alors maintenant, c'est ce que je suis en train de dire. Nous, on attaque les mauvais acteurs politiques qu'on appelle des politiques politiciens. Des gens qui font de la politique politicienne. Tu es prêt à sa mesure pour tout simplement parce que tu vois ce fauteuil-là. C'est-à-dire qu'ils ont la boulimie du pouvoir. Sinon, par principe, j'étais à la place de Guillaume Soro. Je serais tranquille, aller vers le peuple, faire ma campagne, etc. Alassane Ouattara ne va même pas le déranger. Ouattara lui avait promis quand même, si je finis, M. Bruno Romagnagao, après les 5 ans, il a dit non, je vais quand même faire un deuxième mandat. On lui avait quand même promis. Après moi, ce serait quand même vous. Est-ce que quand on ne respecte pas aussi quelque part sa parole, c'est pas aussi le moment soi-même d'aller à la conquête du pouvoir et de claquer les portes?
Monsieur Lamine fait un bon tableau de ce que doit être la politique. Et je continue de rappeler qu'en Côte d'Ivoire, il y a une coalition de rebelles qui a pris le pouvoir en 2011. Non, et comme on dit, coalition qui a soutenu le président Alassane Ouattara. Je suis maître de mes propos et je continue de dire que, comme on dit, la révolution mange ses enfants, mais la rébellion aussi mange ses enfants. Et c'est à cela que nous sommes en train d'assister en Côte d'Ivoire. Le pouvoir avait bien été promis à Soro Guillaume. Soro Guillaume ne raconte pas des inepties, il n'est pas dans l'illusion. Il dit que le pouvoir lui avait été promis. Il le dit de manière publique. Donc c'est de l'autorité publique à travers des conférences et tout. Et il dit que c'est maintenant le temps pour moi de venir prendre. Donc quand il y a eu ces marchés souterrains qui ne sont pas respectés, ben, on assiste à ce à quoi on assiste en Côte d'Ivoire, tout simplement. Alors, donc on est dans une logique de personnes donc qui se sont fait une idée de la politique et qui doivent ainsi évoluer. Nous avons parlé à une émission passée ici de la manière de transférer le pouvoir. Et on a dit que cette manière peu cavalière de transférer le pouvoir allait entraîner des problèmes en Côte d'Ivoire. Mais l'un des problèmes auxquels nous assistons aujourd'hui, c'est cette parodie de justice. Et cette parodie de justice va crisper davantage la situation en Côte d'Ivoire. Et puis, comme je le dis, la Côte d'Ivoire a déjà vécu des situations et c'est pas que nous sommes alarmistes ou pessimistes, c'est pas que nous sommes des oiseaux de mauvais augure, mais on se dit avec tout ce qui est en train de se remettre en place, comme on l'a déjà assisté par le passé et qui a abouti à une déflagration, on pourrait encore, d'ici peu, revoir les mêmes scènes se reproduire en Côte d'Ivoire. Monsieur Lamine Cissé disait tout à l'heure que Guillaume Soro est victime de son manque de stratégie. Est-ce que vous y croyez aussi? Vous avez développé quand même une certaine thèse tout à l'heure. Quand on ne lui promet pas, c'est quand même le moment qu'on ne respecte pas. La pas. rébellion mange ses enfants. Guillaume Soro est victime de ce que Alassane Dramane Ouattara n'a pas tenu sa parole. C'est tout. Il n'a pas été naïf. Ils ont conclu un marché pour prendre le pouvoir. On prend le pouvoir, tu les aises, tu passes le pouvoir à Bédié, et après Bédié, c'est mon tour. Bédié étant écarté, c'est à moi que ça doit revenir directement. Je parle de ce que Soro a dit, et j'analyse les faits à partir de ce que Soro lui-même dit. Donc je ne suis pas dans l'abstraction. Voilà. Donc moi, à partir de cet instant, pour moi, Guillaume Soro n'est pas une personne idéale. C'est pas un leader. Est-ce qu'on peut avoir des personnes idéales en politique ou sur le si, mais attention. Mais j'ai dit la politique, c'est les hommes qui vont avec leur comportement mauvais en politique. Mais la politique en soi, elle est très bonne, elle est noble. L'action politique est noble. L'action politique, c'est pour amener le peuple vers le développement. Mais Mao Zedong a enlevé la Chine. La Chine, ces 40 années, a sorti 800 millions de Chinois de la pauvreté. Mais c'est la politique. Ces gens-là étaient prêts au sacrifice, ils se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leur vie pour le peuple. Mais donne-moi le pouvoir, aide-moi, après je vais te donner le pouvoir. C'est comme ça se donne, quoi. Mais c'est-à-dire que il se décrédibilise de plus en plus en tenant ses propos. C'est pas Alassane Ouattara de donner le pouvoir, c'est indécent même, c'est un manque de respect pour le peuple. Nous, on n'a pas fait on n'a pas été militants. J'ai été militant depuis l'âge de 16 ans. Nous sommes des révolutionnaires. On n'a pas été militants sur ces principes-là. C'est la gouvernance. Pourquoi on dit démocratie et bonne gouvernance? Pourquoi c'est devenu un principe de gouvernance? C'est dans nos constitutions, etc. Pourquoi les gens foulent cela pour faire autre chose et on pense que c'est ça la politique? Non. C'est le comportement des personnes. Parce que quand on nomme, tu vois, un homme politique à la tête d'un État, son comportement est lié à ce qu'il est, lui. Il n'est pas en train de mener une action politique, mais il est en train d'amener son comportement au sommet de l'État. Thomas Sankara, c'est un idéal. Jerry Rawlings, en Afrique de l'Ouest, c'est des gens qui sont des avant-gardistes, qui ont amené le peuple, qui sont en train de conduire le peuple vers leur propre développement. Nous avons des exemples en Afrique, il y en a plein. Mais quand on voit un Guillaume Soro, je ne suis pas en train de dire Alassane Ouattara, j'ai condamné tout de suite son acte, parce que je ne suis pas d'accord avec lui qu'il abatte une personne de la sorte. Ok, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait ça c'est l'instrumentalisation de la justice. Ce n'est pas bon, ça ne grandit pas Alassane Ouattara. Mais je dis Guillaume Soro, si c'est parce que Alassane Ouattara est devenu ennemi parce qu'il m'a promis le pouvoir, mais où est le peuple? Le peuple est un instrument alors.
Donc, quel est le principe de combat que tu mettais? Tu es un homme qui n'a pas de principe. Pour moi, il n'a pas de principe. Jusqu'où peut-il aller? Il s'est dévoilé. Par exemple, il dit ça ne m'ébranle pas. Est-ce que il a aujourd'hui encore des atouts? Il a donné une analyse concrète de la situation concrète. Nous, révolutionnaires, on dit analyse concrète de la situation concrète. La situation concrète aujourd'hui est qu'il y a un appareil d'État, une force publique qui est contre lui. Il y a une loi qu'il a mis hors jeu déjà. Il va prendre des missiles pour venir descendre en Côte d'Ivoire et participer aux élections. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit réaliste. On a vu ce même cas au Sénégal avec Karim Wade. Le président Macky a pris la loi pour instrumentaliser. Le groupe de travail des Nations Unies ont pris des décisions qu'il a mis de côté, etc. On a vu ça. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais nous l'avons condamné à son temps et nous allons continuer à condamner à son temps. Cette situation-là ternit l'image du président Ouattara d'une façon terrible. Parce que vraiment... Monsieur Bruno Romaïga, on peut aussi faire cette similitude. Guillaume Soro, 20 ans, Laurent Gbagbo, 20 ans, Blé Goudé, 20 ans, Madame Simone Gbagbo, 20 ans. Finalement, est-ce que c'est, disons, c'est la mesure, je veux dire, pour infliger quand même, disons, des condamnations à tout, peut-être les opposants ça me permet de rebondir et de demander à M. Cissé d'être plus franc, je veux dire, dans sa condamnation de M. Alassane Dramane Ouattara, parce que ce n'est pas la première dérive dictatoriale à laquelle nous assistons à travers l'instrumentalisation de la justice. Vous venez de donner des exemples éloquents et j'allais y revenir. Mais pour chaque condamnation de 20 ans, pour ABI, pour Seka Seka, pour Dogbo Blé, pour Simone Gbagbo, pour Gbagbo lui-même, ça a toujours été assorti de 5 ans de privation des droits civiques. Pour eux tous, le même cas, la même sentence. Ça frise le ridicule, ça frise, je ne sais pas, mais il faut bien qu'on trouve un qualificatif pour cela, mais c'est la marque déposée d'un régime qui s'est inscrit ainsi depuis, je veux dire, qu'elle est aux affaires, n'est-ce pas? Alors qu'on attendait donc l'assainissement de la situation politique, la décrispation, la réconciliation. On a assisté à des condamnations systématiques assorties donc, je veux dire, de privation des droits civiques, parce que ces personnes-là, justement, étaient des personnes qui pouvaient déranger. Donc, c'est Alassane Ouattara qui vous a fait en Côte d'Ivoire, et c'est la justice Ouattara qui a agi ainsi, et nous pensons donc que c'est Alassane qui instrumentalise, et par conséquent, il n'est pas un démocrate, il ne l'a jamais été, et ça va compliquer la situation en Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous disons, et nous disons donc à M. Lamine de ne pas condamner par euphémisme, mais de condamner fermement, et de reconnaître une bonne fois pour toutes que Alassane Ouattara sur ce plateau-là, celui qui maintient la neutralité dans les analyses politiques, c'est moi. Lui, il est partisan. Non, parce qu'aucunement, il m'a rejoint dans mes raisonnements. Aucunement. Moi, je le rejoins quelquefois. Parce que quand je vois que c'est pertinent, je le rejoins. Mais aucunement, il peut dire de bien d'Alassane Ouattara ou du gouvernement d'Alassane Ouattara. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Parce qu'il va mettre dans le même panier les condamnations qui n'ont pas les mêmes faits. Mais il s'agit quand même aussi notre condamnation, c'est après-guerre. Non. Le parallélisme est frappant. Non, c'est après-guerre. Quels sont les gens pour tous les cas. Mais laisse-moi le temps. C'est après-guerre. Simone Gbagbo, c'est quoi? Il a été impliqué dans des dossiers qui sont liés à la guerre, à la mort des hommes. Mais celui-là, c'est une élimination politique d'un allié. Donc on ne peut pas analyser la même chose comme les autres, c'est pas possible. On peut toujours se courir du subterfuge. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas dire que Simone Gbagbo, la femme de Alassane Ouattara que j'ai vue, de Gbagbo, que j'ai vue en action avant la guerre et pendant la guerre et après la guerre, je ne peux pas dire que cette dame-là est blanchie. Moi, je n'ai pas la prétention de le dire aujourd'hui là où je suis, parce qu'en fait, ce qui ne comprend pas, j'ai gestionné la Côte d'Ivoire. Je l'ai fait pendant plusieurs mois. J'ai rencontré des gens, j'ai fait des rapports. J'ai vu les gens qui sont victimes, qui ont été victimes, comment ils ont été victimes. Alors, les informations que moi j'ai de travers moi, je ne peux pas dire que Simone Gbagbo est blanchi. Je ne peux pas dire que les autres là ne sont pas coupables. Je ne peux pas dire que Blé Goudé n'a pas été le catalyseur de cette guerre-là. Je ne peux pas dire que... mais la CPI... Non, je viens. Je ne peux pas dire que Laurent Gbagbo, qui avait toute la puissance publique en sa possession, qui pouvait
éviter cette guerre-là, que lui, il est blanchi. Ouais. Je ne peux pas le dire. Mais maintenant, pour Guillaume Soro, pour la relation la CPI, entre on Guillaume rappelle Soro... quand même les a Non, la acquittés CPI, quand même. d'accord, mais c'est toujours, l'appel est là en cours, Ouais, toujours. ouais. Oui, on l'attend, C'est évidemment, pas encore l'audience vidé. pour voir. Maintenant, quand la CPI nous dira après qui est le coupable, parce qu'il ne peut pas avoir 3000 morts et qu'il n'y ait pas de coupable. Cette même CPI-là, je vais l'inviter à me dire qui est coupable. Non, on ne cherche pas des coupables connus. Non. Il y a des coupables. Tu vois, toi, je parle avec un partisan, je te comprends. Non, pas du tout. Mais non, quand même. Il peut Je le comprends. dire Non, que moi vous êtes je ne peux pas dire le coupable. Alors s'il est coupable, donc Guillaume Soro est coupable. Qu'on l'amène au CPI alors. Parce qu'en fait, c'est trop compliqué cette situation-là. Je ne ferai pas cette analyse-là. Aujourd'hui, sur le plateau, c'est de dire l'action de Alassane Ouattara, aujourd'hui, par rapport à Guillaume Soro, c'est éliminer un adversaire politique par une méthode qui n'est pas cartésienne, par une méthode qui n'est pas élégante du tout. C'est ça que je condamne. Ok? C'est ça que je condamne. Mais en même temps, oui. Quand je condamne l'action d'Alassane Ouattara, mais je dis Guillaume Soro a fait quoi pour mériter cela? Et je condamne, c'est pourquoi je fais des analyses transversales du moins, par rapport à la situation. Donc, il ne peut pas m'amener dans sa manière de voir unilatérale des choses. Non, pas du tout. Le débat est d'ailleurs et il m'a dit d'être franc. Mais je suis franc sur le plateau pour ça. Mais à ses yeux, je ne suis pas franc. Alors, on sait, Guillaume Soro, on dit qu'il active beaucoup ses réseaux. Il a eu récemment des contacts avec des agences de communication à Paris pour essayer de soigner un peu davantage son image. Il y a de gros cabinets qui se rapportent davantage de lui. Il a promis quand même faire la résistance à Alassane Ouattara. Je vous posais la question tout à l'heure. Jusqu'où peut-il y aller? Est-ce que Ouattara doit-il dire j'ai la puissance publique aujourd'hui? Tout ce qu'active Guillaume Soro ne m'ébranlera pas aussi. C'est un petit phénomène, comme le dit M. Bruno. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui, mis ensemble, font crainte. Je continue de le dire, et je le dis par pragmatisme, sans être alarmiste, pour dire que M. Cissé a fait un travail de terrain en Côte d'Ivoire. Moi, je suis resté pendant des décennies. Je connais ce peuple. Et je dis que c'est un peuple qui n'a pas hésité à aller au charbon, à aller au front. Et on parle généralement de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Nous parlons de 14 000 morts, qui sont les chiffres en notre possession. Il y a eu beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. Et les tueries se sont arrêtées en Côte d'Ivoire quand l'armée française est rentrée en jeu et s'est positionnée dans les airs pour bombarder systématiquement et à freiner. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu cette intervention, je ne fais pas d'analyse de jugement de valeur par rapport à cela, mais les massacres auraient continué en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peuple qui, pour ses principes, est prêt à aller au charbon. Encore avec quand même cette expérience douloureuse déjà, vous pensez que le peuple peut encore aller loin? Oui, c'est cela qu'il faut craindre. Et je dis que toutes les cartes sont sur la table et on est à quelques 5 mois des élections. Alassane peut réussir un grand coup en libérant les prisonniers. Ce n'est pas moi qui le demande, c'est Pulchéri Balé dans son intervention d'avant-hier. Il y a eu quand même plusieurs libérations, déjà en 2019, 2 fois, au cours du Covid également, la Côte d'Ivoire aussi. Oui, on attend que les acteurs principaux qui visent le pouvoir soient libérés. Que Soro soit libéré, c'était la demande de la Cour africaine, que Soro soit libéré, qu'il ne soit pas poursuivi, que Alassane lui-même demande à Babou de rentrer au pays. Il peut le faire. Il peut le faire. Au nom de la réconciliation. Et puis ça va permettre donc que la Côte d'Ivoire aille à des élections, mais tranquille, apaisée, que Alassane croise les bras, laisse le jeu se faire et donne toutes les chances, je veux dire à son poulain, de remporter la victoire, mais en faisant en sorte que les choses se passent tranquillement. Voilà, si ce n'est pas cela, le peuple de Côte d'Ivoire va remonter au créneau d'une manière ou d'une autre et cherche les failles. Et cherche, selon peut-être un bon timing, pour remettre encore à couvert ce que nous avons. Voilà, mais monsieur Lamessi, c'est vrai, vous avez condamné un peu le fait d'abattre un adversaire politique de cette manière par Alassane Ouattara. Est-ce que, comme on le voit aussi en Afrique, même si c'est à déplorer, laissez-moi gouverner, je finis peut-être après, on vous donne une amnistie, après, vous rentrez, collez-moi la peine, ne me perturbez pas, je ne vous ai pas gêné. Est-ce qu'on peut caricaturer un peu comme ça, disons, ce qu'on est en train de voir, ces agissements aujourd'hui, la manière dont, j'allais dire, les faits se passent en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Non, il y a des gens qui ont été victimes et ils sont coupables de rien. Guillaume Soro n'est pas dans le cas, il est coupable de quelque chose, de sa propre turpitude. Mais il y a des gens qui sont coupables de rien. Prenons par exemple le cas du président Ajavon.
jusqu'à présent, moi, je ne sais pas pourquoi il est en exil. Prenons le cas de Komi Kounté, on ne sait pas pourquoi il est en exil. Vous allez prendre Karim Wade au Sénégal, il est en exil. Mais jusqu'à présent, le peuple sénégalais ne peut même pas expliquer pourquoi il est en exil. Donc, il y a tellement de cas, parce que tout simplement, s'ils sont là, je ne serai pas élu. S'ils sont là, je vais perdre. S'ils sont là, tu trembles. C'est-à-dire que nous avons des chefs d'État fébriles à la tête de nos États qui sont fortement impopulaires et qui ne tiennent pas leur impopularité. Ils passent par des subterfuges pour éliminer des adversaires politiques. Et le pays prend un coup sérieux par rapport à cela. Parce qu'on freine l'économie, on freine l'aldeur, on freine le développement. Et ce n'est pas toi seul qui pourra faire le développement. Dans un pays, ce n'est pas un président qui fait le développement, c'est le peuple qui fait le développement. C'est les composantes du peuple qui font le développement. Tant qu'il n'y a pas une cohésion nationale autour de la nation, c'est qu'on va vers la dérive. Alors, je dis, j'attaque ces manières de prendre la loi pour éliminer des adversaires politiques. Je dis, il y a des adversaires politiques qui n'ont rien fait pour le mériter. Et pourtant, on vient les attaquer, d'autres, on les enferme, on détruit leurs économies et on les met en exil. Mais Guillaume Soro a été victime de sa propre turpitude, mais la manière cavalière avec laquelle on l'a éliminé, je ne l'apprécie pas. Parce que l'État, le pays n'appartient pas à la Ouattara. Oui. L'instrumentalisation de la justice, ça n'appartient pas. La justice ne doit pas appartenir à un homme. Oui, mais monsieur Lamine Cissé, mais que faire quand même pour sortir? Parce qu'il y a longtemps qu'on fait aussi ce constat. On n'a pas des institutions fortes en Afrique. Séparation de pouvoir, c'est vrai, vous verrez toujours l'exécutif dire non, c'est la justice qui a quand même condamné, ce n'est pas moi. On sait très bien que c'est lui qui manipule les différents acteurs. Malheureusement, mais on a l'impression on veut bien poser la question. Que faut-il faire pour qu'en Afrique, on arrête quand même d'observer de ces genres de situations? Il a dit le peuple est en éveil. Le peuple est en éveil, je suis d'accord, mais le peuple doit être en éveil dans la revendication de ses droits, pas dans la rébellion. Le peuple ne doit pas être en réveil dans la prise des armes. Le peuple doit être en éveil dans le combat quotidien pour élire des patriotes. Est-ce qu'il est suffisamment éduqué comme ça? On voit aujourd'hui pour beaucoup les jeunes aller à la politique, aller gagner de l'argent, aller se faire milliardaire et revenir malheureusement. Bien sûr. Tu sais pourquoi le peuple est tellement en éveil que le politique essaye de canaliser ce peuple-là au niveau du processus électoral, les inscriptions sur les listes. Ils essayent au minimum que les jeunes ne soient pas inscrits. Parce qu'ils savent que cette jeunesse-là va les renverser. Ils le savent, ils font exprès. Ils savent que la conscience populaire est en éveil. Au Sénégal, aujourd'hui, Macky Sall, tu penses qu'il a gagné les élections? Parce qu'il y a 1 500 000 fictifs. Et la jeunesse était prête. Ils n'ont pas eu leur carte. Ils font des coups d'État constitutionnels et institutionnels. Mais il faut qu'ils fassent la transparence dans la démocratie. Tu vas voir, il y aura beaucoup de chefs d'État qui vont être balayés. C'est pourquoi les gens pensent que la jeunesse est inactive. Elle est active. Mais on prive cette jeunesse-là. Alors maintenant, ils vont pousser cette jeunesse-là à la violence. C'est ça que moi je crains. Voilà. Oui, on va conclure avec vous, M. Bruno Aroma-Yangao. Que faut-il faire pour sortir de cette situation? On voit l'exécutif, les chefs d'État qui instrumentalisent la justice pour éliminer des adversaires politiques. Il y a longtemps qu'on fait le constat. Quelle solution quand même pour essayer d'arrêter? Je posais la question tout à l'heure, M. Lamine Cissé. Oui, les chefs d'État qui instrumentalisent la justice et imposent les desiderata au peuple par la force sont des dictateurs. C'est la plus simple des définitions qu'on puisse donner. Et face au dictateur, le peuple doit pouvoir prendre ses responsabilités, c'est-à-dire renverser le dictateur. Ouais. Par quels moyens? Par tous les moyens. Par tous les moyens. Et c'est le droit souverain du peuple de se redonner sa souveraineté. Parce que c'est elle qui délègue le pouvoir et le confie à qui elle le souhaite. Merci à vous, M. Bruno Aroma-Yangao. Je rappelle que vous êtes donc écrivain, consultant politique. Vous étiez donc en face de M. Lamine Cissé. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. On débattait quand même de la Côte d'Ivoire, notamment de cette condamnation de Guillaume Soro, les impacts notamment sur l'ancien allié de Alassane Ouattara, lui qui est aujourd'hui en exil. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission de Angle de Vue. Merci de votre attention. Au revoir.